J'aimais déjà pas le président, c'est pas une question d'amour, c'est une question que la façon dont il est arrivé au pouvoir. Bon, déjà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qui le met au pouvoir, à peine 40 ans, bon, quelquefois on peut être très très doué en dessous de 40 ans, c'est pas le sujet, aucune responsabilité jamais, pas un parcours particulièrement brillant, on a pu le vérifier ensuite après. Bon, comment arrive-t-il là? Ensuite, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il y a même eu avant d'ailleurs la loi Macron, qui a quand même été un détricotage absolument incroyable de notre code du travail, surtout dans la protection des salariés par rapport au patron. Donc deuxième truc. Et là, il arrive et il nous dit 6 fois de suite, nous sommes en guerre. Ah! Mon grand-père était à Verdun, on a tous des gens qui ont connu les guerres en France. Nous sommes en guerre contre un virus. Ah, on est en guerre contre un virus. On nous prend un peu pour des imbéciles là d'emblée, hein. Et puis, il y avait, et je pense que pas mal de personnes aujourd'hui en sont là, il y avait dans sa façon de dire les choses absolument pas le côté posé, le côté, vous savez, ces gens qui vous entraînent, De Gaulle ou plein d'autres, hein, ces gens qui, quand ils vous parlent, vous avez envie de les suivre, vous sentez une authenticité, vous sentez le chef en quelque sorte. Et là, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi j'ai ressenti le gars qui prenait son pied à nous raconter 6 fois de suite qu'on allait être en guerre et que ça allait être très grave, etc. Bon, là, je me suis dit, ce type-là me semble pervers. Faut reconnaître que moi, j'ai des antennes, hein, parce que dans notre métier, on en croise énormément. Donc, mes antennes ont un peu frémi. Et puis ensuite, ça a été la suite donc de ce qu'on peut remettre sous le drapeau de la perversion. Il y a bien sûr eu les mensonges. Je vous fais une liste rapide, hein, parce que je suppose que vous connaissez tous ça très bien, et je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais il y a eu bien sûr les premiers mensonges. Hein, les masques, on n'en a pas besoin, mais dès qu'on en retrouve, ils deviennent obligatoires. Il y a eu bien sûr les mensonges extrêmement importants sur les effets du vaccin. Ça allait venir un tout petit peu après. Et puis tout de suite, il y a eu beaucoup d'infantilisation. Je me souviens d'avoir été extrêmement choqué par les publicités. Vous vous souvenez, hein, cette dame de 70, peu importe, à peu près, qui fêtait son anniversaire, les petits-enfants autour d'elle, etc. Et puis l'image suivante, elle est intubée à l'hôpital. Ça, on a encore eu des traces en cabinet sur les enfants, on en a encore des traces aujourd'hui, 5 ans après. Il y a quelqu'un, si vous la connaissez, si vous vous en souvenez, qui a tout de suite mis le doigt là-dessus en disant on va avoir des catastrophes. C'est Marie-Estelle Dupont, hein, je pense que vous la connaissez, ma collègue Marie-Estelle Dupont, qui était sur les plateaux télé et qui a tout de suite dit mais enlevez-nous ces trucs-là, c'est pas possible de culpabiliser les gens comme ça. Donc culpabilisation, y compris des enfants, infantilisation des adultes. Hein, avec les gestes barrières, prenez votre café assis, mais surtout pas debout, parce que les virus, vous savez, ça vole en escadrille, en espadrille. Bon, toutes les bêtises qu'on a entendues, hein, mais qui visaient, en fait, on a l'impression là aussi que c'était maladroit, que c'était... En fait, si vous reprenez toutes ces choses-là, c'était absolument pas maladroit. Chaque mesure qui ont été prises, chaque détail qui ont été donnés, sont extrêmement pensés. On a découvert après qu'il y avait des cabinets qui avaient donné des conseils, McKinsey ou d'autres, et c'est pesé, mais honnêtement, au gramme près, ces choses-là. C'était extrêmement subtil. Je vais vous prendre juste un exemple. Les confinements. Alors déjà, vous savez certainement tous dans cette salle que les confinements n'ont jamais été prévus dans les plans pandémiques que tous les pays du monde, et particulièrement en Occident, avaient mis en avant. Il y avait des plans, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait si on a une épidémie et tout ça, comment on s'y prend. La chose qui était la moins recommandée, qui était même la plus interdite, c'était les confinements. Pourquoi ? On s'en doute et on en a vu le résultat, parce que le confinement, c'est l'arrêt de l'économie et c'est donc la ruine de plein de gens. À commencer par les petites gens, par les petits commerces, par les indépendants. Au hasard, les indépendants, c'est-à-dire, c'est pas du tout un hasard, les gens qui gagnent leur vie tout seuls, sans avoir besoin de l'État, sans avoir même de patron, de grand patron dans une grande entreprise. Des gens qui sont totalement autonomes, donc pas très manipulables. Hein, c'est eux qui ont été visés. Donc les confinements, c'est la dernière chose que l'on conseillait, et bien sûr ce que l'on conseillait partout, et ça, quelqu'un comme le professeur Perron en a parlé abondamment, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On isole les personnes malades, dès qu'on repère une personne malade, on la confine, elle toute seule, on la soigne, on prend soin d'elle, et surtout, on laisse le plus possible l'économie fonctionner normalement. Là, on a fait tout le contraire. On a fait le contraire, pourquoi ? Donc, motif officiel, main gauche, motif officiel, pour soi-disant que les gens ne se contaminent pas plus, donc pour la santé des Français.
les objectifs réels. Moi, j'en ai noté 4, mais je pense qu'on peut certainement en trouver d'autres. On pourra échanger là-dessus si vous voulez tout à l'heure. Je pense que le premier objectif, et qui a été parfaitement atteint, a été de démoraliser les Français, et particulièrement les plus fragiles, comme d'habitude. Donc, énormément d'enfants. Vous vous souvenez du cirque dans les écoles. Un coup je vais à l'école, un coup je n'y vais pas. Quelquefois il y avait des petits carrés, enfin innommables. Il y a même des pays dans lesquels ils ont mis des bulles pour que les enfants jouent dans les bulles, mais surtout en ne risquant pas de se tenir la main ou d'être en contact les uns avec les autres. On est rentré dans la paranoïa du siècle en fait. On a eu affaire là à une psychose collective entretenue par nos gouvernements. Bon, et dans lesquels un certain nombre de gens sont rentrés, bien sûr. Là, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la peur. Quand on vous dit qu'il faut mettre vos enfants dans une bulle, vous vous dites ça doit être extrêmement grave. Et je me souviens d'une petite dame quand je sortais faire mes courses avec mon masque jusqu'aux oreilles quand même, parce que sinon je ne pouvais pas rentrer dans les boutiques. Et je me souviens d'une dame qui m'a gentiment abordée, qui m'a dit « Mais madame, vous en voyez beaucoup des morts autour de vous ?» C'était charmant, non ? On ne voyait pas beaucoup de morts et on a su après que des morts, il n'y en a pas eu plus que pour une épidémie de grippe et que le surplus qu'on a eu par rapport à une épidémie de grippe, ce sont les gens qu'on n'a pas soignés. Puisqu'on ne les a pas soignés, on les a envoyés, on leur a dit vous restez à la maison le plus longtemps possible et quand vous n'en pouvez plus, vous allez à l'hôpital. Et bien sûr, quand ils n'en pouvaient plus, c'était trop tard. Et le professeur Perrol considère qu'on a au moins perdu en France 25 000 personnes pour faute de soins, pour ne pas les avoir soignés. Vous voyez que le confinement à côté... Donc je reprends mon fil, parce que j'ai toujours tendance à partir un peu comme ça, il faut que je recadre un peu l'affaire. Donc je pense qu'il s'agissait d'abord de démoraliser bien sûr la population, on a vu les conséquences catastrophiques sur les enfants. La deuxième chose, il s'agissait d'isoler les gens les uns des autres, parce que je pense qu'on aurait été tous en somme comme là dans cette salle, ou comme on est, vous savez, à la machine à café quand on est dans une entreprise, les gens se seraient dit, mais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils font là, c'est quand même bizarre, et quel sens ça a de confiner tout le monde, enfin justement on n'aurait pas confiné, mais oui, les gens auraient parlé, et il y aurait peut-être eu des éléments de révolte ou de désobéissance. Donc chacun chez soi, on est à peu près sûr, il y a les téléphones, on n'avait pas le droit de sortir, on est à peu près sûr que les gens vont se tenir correctement. Troisième point, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Il s'agissait de détruire économiquement le tissu français le plus possible et de détruire économiquement le plus de gens possible. Vous savez que le taux de suicide a été considérable pendant la crise Covid et malheureusement il l'est encore. Il n'est pas vraiment redescendu. L'état psychologique des Français actuellement est consternant. Et encore un élément de perversion. Vous avez sans doute entendu dire, ce qui est vrai, que nous avons un plan 2025 pour la santé mentale des Français. C'est-à-dire après les avoir bien assommés avec la main gauche, la main droite leur tend bien sûr à une petite compensation et on a ce plan-là qui ne mène à rien. Et puis le quatrième élément, je pense bien sûr, et il y en a certainement d'autres, mais le quatrième élément bien sûr, tester la soumission de la population. Est-ce que les gens allaient rester confinés ? Est-ce que les gens allaient sortir quand même ? Est-ce qu'ils allaient remplir leur petite autorisation de sortie ou ne pas la remplir ? Est-ce qu'ils allaient se révolter ? Jusqu'où allaient-ils se soumettre ? Bon, c'était un test de soumission. Vous voyez qu'on n'a absolument rien à voir avec la protection de la santé des Français, bien entendu. Autre chose que l'on voit, et ça je vais vraiment insister là-dessus parce que je pense que pour l'avenir c'est fondamental, la question des mensonges ou pire des absurdités. Vous savez, quand il nous disait des choses parfaitement contradictoires. C'est typiquement le genre de moment où beaucoup de personnes ont dit « En fait, on a des foutraques au gouvernement. Ils sont totalement incompétents, ces gens-là. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent... » Bon, pas du tout. Quand vous dites des choses contradictoires à quelqu'un, que vous matraquez en plus les personnes d'information et que ces informations sont contradictoires. Ça vous rappellera d'ailleurs peut-être, et vous aurez raison, le fameux « en même temps » du président. Une porte est en même temps ouverte ou fermée. Non. Ça, c'est un basique de la langue française. On sait qu'une porte est ouverte ou fermée. Donc, ce « en même temps » ou ces contradictions, aussi bien dans le langage que dans les décisions prises, etc., ça crée ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, on vous dit blanc, on vous dit noir, on vous redit blanc, on vous redit noir. À un moment donné, la plupart des gens, surtout en situation de stress, et là, nous étions quand même en situation de stress, au moins au début, eh bien, vous arrêtez de réfléchir. Ça vous disjonctez.
Alors il y a des gens, je suis sûr, dans cette salle qui n'ont pas disjoncté, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et que ça n'a pas marché pour vous. C'est très intéressant de se demander pourquoi ça marche pas toujours, mais pour beaucoup de personnes, dans ce cas-là, on cesse de réfléchir, on dit bon j'y comprends rien à leurs affaires et on suit un petit peu les derniers ordres qui sont donnés. Voyez ? Donc c'est fait pour. C'est pas de l'incompétence. C'est pas parce qu'ils savaient pas quoi faire. Ça a été pensé, ça a été mesuré. Et c'était pour ce qu'on appelle, il y a un psychiatre américain qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. C'était pas du tout pour parler de ça, lui, c'était pour parler des schizophrènes, mais on nous a fait et on continue de nous faire régulièrement ce qu'il faut pour essayer de rendre la population folle, c'est-à-dire perdue, c'est-à-dire malade mentale, plus ou moins gravement, ou déprimée, ou découragée. Et on voit bien donc dans ma partie tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut faire, la première chose qu'il va falloir faire bien sûr, c'est ne pas devenir fou.